C'est samedi soir, on aurait presque la permission de minuit. C'est parti pour une heure d'émission. Backcheck XXL, 49e journée de National League. Cardiaque s'abstenir et les clubs romans apparemment toujours en vie, en tout cas Genève Servette. C'est le cas de nos invités. Eh bien, c'est Gilles Montandon, Marc Leuenberger, Stéphane bien sûr. Gilles, quelle est pour toi l'image de cette soirée? Que Fribourg arrache un gros point à Lausanne. Oui, au moins, c'est déjà ça. Marc? Mais surtout que Zurich reste en vie avec une victoire assez aisée, 6-2. Et puis surtout aussi que Genève reste en vie. Oui, oui, ils ont leur destin entre les mains, paraît-il. On va sortir les calculettes quand même. Et puis ils ont trouvé un buteur à Genève. Imaginez 4 buts en 4 matchs, on va bien sûr parler de John Fritzsche. Et oui, bien sûr, on va parler de cette soirée de National League, mais vous avez vu quelques images, hein, on s'est fait devancer. On va vous parler avant cela du jeu finlandais, parce que le coaching à la finlandaise, Stéphane, c'est la mode. On l'a vu cette saison, il y a de plus en plus d'entraîneurs nordiques qui pratiquent un jeu en particulier. Et nous, ce soir, dans Backcheck XXL, on a voulu savoir finalement si c'était vraiment efficace. Mais avant cela, peut-être qu'on va rappeler à travers des images quelle est cette fameuse Finish touch. Voilà, finish touch, c'est un jeu, c'est un jeu très, très passif lorsque l'équipe n'a pas la rondelle, mais lorsqu'on récupère la rondelle, c'est très agressif. Alors, la première des choses, on va vous montrer déjà quelques images pour vous montrer quelle est la tactique finlandaise en zone neutre lorsqu'on n'a aucune chance de récupérer la rondelle. Vous voyez, il y a 5 joueurs de Berne sur la séquence qui étaient en patinage arrière. Ça, c'est assez flagrant. Regardez, les 5 joueurs de Berne ne mettent aucune pression au-delà de la ligne bleue. On revient systématiquement en patinage arrière à chaque fois. Regardez. C'est la deuxième fois maintenant. On va revenir. 5 joueurs en attente au milieu de la glace. Ça, c'est typiquement style finlandais. Il y a 3 équipes qui le pratiquent. Évidemment, c'est les 3 équipes style finlandais. Encore une fois, les 5 joueurs de Berne sont en patinage arrière. Force l'adversaire à mettre le puck au fond. Lausanne joue de cette façon-là aussi. Et Bienne, dans une moindre mesure, mais Bienne le fait aussi. Donc, 5 joueurs en patinage arrière en milieu de la glace. Très, très passif. On joue vraiment la contre-attaque. On essaie de forcer l'erreur finalement en zone neutre ou simplement forcer l'autre équipe à balancer le puck en fond de territoire. OK, ça c'est sur le puck. Puis alors, tu as dit ensuite? Ensuite, en zone de défense, système très passif aussi, très, très compact devant la cage. On se regroupe tous 5 devant la cage, on laisse l'autre équipe tourner. On laisse surtout beaucoup d'espace aux défenseurs adverses. On va regarder une autre séquence, vous allez voir, c'est assez parlant. On n'a pas beaucoup parlé cette année. Regardez, encore une fois, c'est Berne. Berne va se retrouver 4 joueurs collés sur son gardien. Et il y a un tir qui sera bloqué par un de ces joueurs-là et on va partir en contre-attaque. Autre séquence, encore une fois, regardez, collapse, on vient 5 dans un espace très, très rapproché. Regardez, les ailiers sont dans le slot carrément. C'est assez typique. Maintenant, on va parler des ailiers. On est regroupés devant la cage, mais les ailiers laissent beaucoup de place aux défenseurs adverses et se mettent en position systématique pour bloquer des tirs. Il faut bloquer beaucoup de tirs, il faut se sacrifier si on joue passif. Et regardez Chironi qui était presque en position de gardien de but sur la séquence. Lausanne, la même chose, regardez. Très passif en zone de défense. On laisse l'autre équipe tourner autour, on laisse beaucoup d'espace. On se contente de contenir, rester à l'intérieur. Les 2 alliés restent dans les lignes de shoot et devant le but très compact à 3 contre 3. Et ça, c'est l'exemple type. On a trouvé des séquences assez représentatives de ce système ultra passif ou défensif lorsqu'on n'a pas la rondelle. Messieurs, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, le titre d'un certain CP Berne avec un anti Tormenon à la tête de cette équipe a dit « Ah, c'est bien, t'as fait le titre ». Mais Gilles Montandon, on s'est ennuyé pendant la saison. Écoute, c'était pas un jeu flamboyant. Nous, on a envie d'avoir du jeu flamboyant. Et puis, quelques années après, mais finalement, tout le monde pratique ce style de jeu. Et le CP Berne a de nouveau un coach finlandais. Ouais, c'est vrai, en tout cas, les 3 équipes citées. Mais moi, ça me fait toujours un peu penser que si vous mettez les 12 meilleurs entraîneurs finlandais dans le championnat suisse, ben, il y en aura 8 qui seront qualifiés pour les playoffs. Et il y aura un champion. C'est sûr. Et il y en aura 4 qui seront en play-out. Et puis, il y en a un qui va se battre contre la relégation. Donc, c'est pour ça que
un jeu comme ça, c'est vrai qu'à regarder, au bout d'un moment, vous emmerdez quand même un peu. Il faut que ça vive quand même. Je suis étonné qu'on soit autant passif que ça, parce qu'en zone défensive, parce que vous laissez, c'est vrai, comme tu l'as dit, énormément de liberté, de garder le puck en périphérie, puis vous cherchez des one-time, c'est des pucks qui arrivent quand même devant le goal. Par contre, c'est vrai qu'ils se regroupent assez facilement devant le goal, puis ils mettent les pucks à l'extérieur. C'est contagieux. On a vu Lugano jouer comme ça cette année et Fribourg, certains matchs, notamment en deuxième partie de championnat, a joué vraiment comme ça, très compact devant la cage. C'est la mode. Par contre, c'est pas faux. Quand tu n'as pas le puck, à la place d'aller t'époumoner, voilà, tu joues comme il y avait la trappe encore à l'époque, là où ça marchait aussi bien. Maintenant, tout le monde est un petit peu en patinage arrière. Ça montre aussi que les attaquants peuvent patiner en arrière aussi. Marc Leuenberger, ça veut dire que c'est plus les Canadiens qui ont le train pour le coaching, on va dire, le style canadien. Balance au fond le puck et puis rush, go, 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 vas-y, mets beaucoup de pression. C'est vraiment le style finlandais qui paye finalement maintenant. Je pense que le système canadien, sur la longueur, sur la grandeur de la patinoire, est plus compliqué parce que nous, on a aussi des défenseurs qui patinent mieux. Avant, ce Deutman Chase, ça allait parce que les défenseurs n'étaient pas tous aussi mobiles. Aujourd'hui, les défenseurs, c'est parmi les meilleurs patineurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye plutôt je dirais, contenir les attaques ou de retenir les attaques, les ralentir pour après toujours construire une sorte de retournée de situation avec une passe transversale et mettre de la vitesse. Parce qu'avec les joueurs qu'on a, on ne peut presque plus créer de surnombre. Alors, ce qu'on cherche, c'est à créer un surnombre parce que la technique de base aujourd'hui de chaque joueur, elle est à un niveau, c'est difficile. Hein, donc, on le voit à 55, c'est compliqué quand on est posé dans la zone de battre l'équipe adverse. Encore faut-il, messieurs, quand même respecter, entre guillemets, certaines choses avec ce jeu, c'est-à-dire respecter, on va dire, des données défensives, notamment de Stéphane. On veut parler d'éviter d'avoir trop de tirs dans le slot, puisque c'est le but d'être collapse, puis ensuite de faire des block shots. De faire des block shots. Il faut vous sacrifier. Dans ce système-là, si les ailiers et les défenseurs n'acceptent pas de bloquer des shoots, ne se sacrifient pas, ça ne marche pas, parce qu'il faut rester dans la ligne de shoot. Si vous contenez, vous devez rester dans la ligne de shoot. Et puis, il ne faut pas donner de tir du slot, évidemment, c'est la même chose. Regardez ensemble des statistiques. On a vérifié, on a cherché dans ces équipes-là, les trois équipes, coach finlandais, Bern, Lausanne et Vienne, les statistiques. La première statistique, c'est les buts accordés par match. La moyenne de la Ligue, elle est tout en bas, 2,69. Vienne est légèrement au-dessus, en tout cas pile dans la moyenne. Lausanne accorde moins de buts que la moyenne à 2,5 et CF Bern, la meilleure équipe défensive de la Ligue. Ça, c'est avant le match de ce soir, évidemment, à 1,9. Les tirs accordés du slot, la moyenne de la Ligue, c'est 12,8. Vienne est en dessous à 12,2. Lausanne est en dessous à 12,3. Et Bern en dessous à 11,8. Ce n'est pas des grosses différences, mais sur l'ensemble du championnat, c'est quand même assez significatif. Au niveau des tirs bloqués, regardez, la moyenne de la Ligue, c'est 13,5 tirs bloqués par match. Vienne en bloc 14,8. Lausanne 15,7. Première équipe de la Ligue à ce chapitre. Et Bern en bloc 14,9. Donc 8 statistiques sur 9 tendent à prouver que c'est vraiment comme ça qu'on veut jouer. En tout cas, c'est des statistiques qui vont dans le même sens que ce qu'on vous explique. Au niveau du style finlandais, ça, c'est par rapport à la Ligue. Mais vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être pas représentatif. C'est par hasard 3 bonnes équipes qui finissent dans le haut de tableau. Mais tout de même, ils sont peut-être bonnes parce qu'ils ont justement ces statistiques-là. Alors voilà un peu pour les tendances. On a essayé de trouver des preuves de ce qu'on avançait. Oui, mais on le voit quand même. Hein. Il faut assurer, on va dire, la défense et l'aspect défensif aussi, avant peut-être de se projeter vers l'attaque. Et apparemment, ce système a encore quelques belles heures devant lui. Repartons, messieurs. Maintenant, plongeons-nous dans cette 49e journée de National League. La lutte pour la barre, bien sûr, en commençant par Zurich, qui, sur le papier, parmi les équipes, justement, à la lutte, avait l'adversaire quand même le plus simple, la Lanterne Rouge, Rapperswil. Et surtout, Zurich a parfaitement entamé son match au Hallenstadion, n'a pas douté, finalement. Et un très bon premier tir. Ils vont finir à 3-0 après notamment ce but à 4-5 marqué par Shipley. Et la marque Leuenberger, j'ai envie de dire, ça vous permet avec un tiers comme ça de ne pas douter finalement. Ça permet de ne pas douter et ils en avaient besoin. Hein. Donc Zurich, de tout le championnat qui est compliqué. Hier soir, ils sont revenus, ils n'ont pas pu revenir jusqu'au bout. Ils ont fait un match, un dernier tiers de feu. Mais si on est honnête, Rapperswil a bien facilité la chose. Oui, sauf à un moment quand même, il y a eu un petit coup de mou en deuxième période, puisque Rapperswil, on va le voir, est revenu, 3-1, 3-2, le 3-1 de Mosiman, le 3-2 de Nelson, qui était peut-être le seul moment, on va dire, de doute du côté des ZSC Alliance, avec un Schlegel, franchement, Gilles Montandon,
On a vu déjà sur le 5e de Ruffenhardt hier soir à Berne qu'il n'était pas vraiment à son affaire. Pas mal de puck sous le bras. Bon, là, il n'y a pas que Schlegel qui pourrait être mis en cause parce que le jeu défensif de Zurich, ça reste quand même assez douteux parce qu'ils sont quasi quand même 4 contre 3 et puis ils arrivent à se prendre un goal avec un gars qui est seul dans le slot. Donc c'est vrai que là, il y a une petite remise en question quand même. Il y a un joueur qui retrouve le chemin des filets du côté des ZSC Lions. Il a été longtemps absent, hein, Stéphane, c'est Chervenka. Ouais. Chervenka, il prend ses responsabilités, on va dire, sur ces derniers. Écoutez, il a été absent un long moment. C'est difficile de reprendre le rythme et tout ça. Il est toujours médicamenté, semble-t-il, avec des questions de circulation sanguine. Mais ça va mieux. Mais Chervenka, c'est vraiment un excellent joueur offensif, un sens du jeu hors norme. Toujours une menace offensive. Et là, franchement, il reprend vraiment du poil de la bête, comme on pourrait dire, et pourrait être éventuellement dangereux si Zurich participe au playoff. Oui, c'est pas encore fait, mais en tout cas sur ce match-là, en effet, ils ont assuré les hommes d'Arnaud Delcourteau pour s'imposer finalement 6-2. Premier but de Bernie en National League. Sur cette reprise à la suite de ce tir de Lundstein, et bien finalement Zurich qui va sceller le score, victoire 6-2. La victoire, on l'a dit, franchement, elle était attendue, c'était ce que devait faire Zurich. Sur le papier, c'était le match moins compliqué quand même. Et ils se permettent encore et toujours, bien, dans cette lutte, finalement, eh bien, d'être là, présent et devant à la suite de cette victoire. On le verra tout à l'heure au classement. C'est l'adversaire, un des adversaires, bien sûr, des clubs romans et notamment de Genève Servette. Genève Servette face à Bienne, c'était notre match studio, bien sûr, du côté des Vernets. Genève Servette qui continue d'être en vie après la victoire la veille face à Fribourg-Gotteron en 60 minutes. Victoire ce soir également en 60 minutes face à Bienne dans un match, quand même, Gilles Montandon. On avait une équipe genevoise, voilà, attention, prudent, pas prendre trop de risques. Bienne qualifié la veille avec Saikonen au goal, par exemple. Enfin, 2-3 signes qui disent bon, on va peut-être pas y aller à fond non plus. Non, effectivement, ils ont été se présenter à Genève un peu la fleur au fusil, hein, sans grande conviction. Par contre, c'est toujours des matchs un petit peu pièges pour l'équipe qui les reçoit, en l'occurrence Genève, parce qu'une équipe qui se sent tout d'un coup libérée comme ça, elle pourrait jouer assez juste, mais c'est vrai que dans les contacts, dans les duels, il n'y a pas eu un bien exceptionnel. Par contre, c'est vrai que Genève a fait le boulot. Oui, et notamment supériorité numérique, même si c'est bien qui ouvre le score. Rappelez-vous, dans cette partie à 5 contre 3, c'est Damien Ria, l'ancien joueur du Genève Servette, qui va battre une équipe genevoise avec un Tom Ernest qui avait un peu spéculé sur ce coup-là, rappelez-vous, avec la tentative de dégagement là, en Beckel, en cloche, qui finalement va trouver Damien Ria pour cette ouverture du score. Mais le but et égalisation de Tom Ernest, si on prend vraiment Marc Leuenberger, la physionomie de la rencontre, il est important ce but-là, parce que vous ne rentrez pas au vestiaire avec un score déficitaire, vous êtes au moins à égalité et vous dites « ouais, on est toujours dans le match, il n'y a pas de problème ». Oui, absolument. Ça peut toujours arriver. Hein. Il y a des pénalités, donc on peut être pris de court et puis être derrière au score. Et puis là, il y a justement ce superbe shoot de Tormenes qui vient et puis qui égalise à 1 minute de la fin. C'est très bon pour le moral. C'est moins bon pour Bienne, là, en l'occurrence. Mais surtout, ça garde dans le match et puis on se sent à nouveau proche. Oui, c'est proche, mais pour l'instant, on a un match poussif, on va dire. On va dire très ça, poussif. franchement, dans cette physionomie, c'est poussif. On se retrouve en deuxième période, des occasions pour Genève Servette. Et finalement, Genève Servette va passer l'épaule 2-1, mais a quand même des difficultés, on va dire, à marquer. Et c'est Daniel Robin qui va battre Saikonen. Et Bienne qui a donné, si vous étiez avec nous, et tu l'as dit Stéphane, énormément de gap au niveau de la ligne bleue. Il a donné beaucoup d'espace. J'ai trouvé les défenseurs spécialement passifs ce soir. D'habitude, on est assez compact en zone neutre et on ne donne pas facilement cette ligne bleue, ce qui rend le travail offensif compliqué pour l'autre équipe. Mais ce soir, on est très passif, très gentil. On reculait volontiers. On a donné cette ligne bleue. On a laissé Genève rentrer assez facilement. Avec le 3-1 signé John Fritché, l'homme providentiel. C'est votre formule, Gilles Montandon. Rendons à César ce qui est à César et à Gilles Montandon au niveau de la formule. Et franchement, je pense qu'on va avoir des appels de joueurs pour me dire est-ce que Gilles Montandon peut me dire que je suis l'homme providentiel de mon équipe? Parce que depuis. Non, mais 4 matchs, 4 goals. 4 matchs, 4 Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais donné comme conseil à John, de chaque fois qu'il se présente devant le goal, de shooter en haut à droite. Là. Donc, il me suit à moitié. Non, mais c'est vrai que là, il a une réussite exceptionnelle. Il a 4 goals en 4 matchs. Ouais. Parfait. Oui, exactement. Donc là, le but marqué dans la cage vide, c'est Noah Rod, celle l'issue de la rencontre, au grand plaisir de tous les spectateurs, parce que les gens se sont mis à faire des calculs, puis ils se sont dit, attention,
On joue contre Zurich lundi, rien n'est dit. Personne ne donnait cher de la peau de Genève avant ce week-end. Tout le monde disait « Oh, ça va être compliqué ». Et puis finalement, ils sont encore dedans parce que là, ils ont le destin entre leurs mains. Absolument, Hein? ils ont le destin en effet en main du côté de Genève Servette. On va écouter une réaction du reste à l'issue de ce victoire 4-1. On va écouter tout de suite la réaction du capitaine Noah Rod. Noah Rod, victoire extrêmement importante ce soir contre Bienne. Quand on est prêt là, on sait qu'on doit gagner et le premier but c'est l'adversaire qui le marque. Comment on réagit dans la tête? On se dit que c'est pas grave, que le match est encore long. On a joué comme des morts de faim tout le long du match, on a bloqué des shoots. On a mis beaucoup de pression sur le goal et puis ça nous a réussi. Donc c'est tout bénéf pour nous. On sait qu'on a encore un gros match lundi à jouer et on va tout faire pour se qualifier pour ces playoffs. Justement, ce gros match c'est lundi face à Zurich. Quand on voit le public, l'ambiance, la chaleur des Vernets ici, il semble que pas grand-chose puisse vous empêcher d'aller chercher ce ticket. Vous pensez quoi? Non, c'est clair, un public comme ce soir, c'est clair que ça nous aide beaucoup pour gagner le match. J'espère qu'ils seront là encore plus nombreux lundi et plus brillants. Parce que ça nous aide vraiment à nous surmonter et même quand on est fatigué, à toujours aller chercher plus loin pour remporter ces matchs avec beaucoup de pression. Et sur le 4-1 que vous marquez pour délivrer complètement l'équipe, on voit une rage. Ok, on est d'habitude content, vous êtes toujours content de marquer un but, mais là il y avait quelque chose en plus. Vous pouvez nous parler de ça? Ouais, je pense que c'est une saison compliquée pour notre équipe. On a beaucoup de blessés, on a eu cette période de maladie aussi. Et qu'on arrive à être là où on est aujourd'hui avec tout ce qu'on a surmonté, c'est déjà pas mal et on sait qu'on peut aller chercher plus loin. Donc c'est clair que c'était un but un peu de délivrance, puis vraiment tout le monde y croit, quoi. Merci Noah, bonne suite. Et tout le monde y croit et tout le monde peut y croire en effet du côté de Genève Servette qui s'offre une finale, on l'a dit, face à Zurich. Ça sera le prochain match lundi au Vernet. Réaction du côté de Bienne maintenant, on va écouter la réaction de Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, une défaite ici limite on va dire à Genève. Vous aviez eu des occasions pour passer devant, vous êtes passé devant, pas réussi à arriver jusqu'au bout. Pourquoi? Comme tu dis, on a eu des occasions, mais le gardien a joué un gros match, puis on n'en a tout simplement pas profité, puis ça a été serré jusqu'à la fin. Deux buts en dedans de 2 minutes à la fin, et voilà. Est-ce qu'une fois qu'on sait qu'on est qualifié pour les playoffs, on est toujours prêt à se jeter sur tous les pucks, etc. Ou bien est-ce qu'inconsciemment, on garde un peu le frein à main pour se dire on se blesse pas, on va pas faire des bêtises? Non, je pense pas. Je pense qu'on voulait gagner ce soir, mais Genève fallait absolument qu'il gagne. Puis ça a été un match serré, comme tu dis. On aurait pu marquer 2-3 avec des grosses chances. Puis on va donner le crédit à Genève, à Robert Maillard qui a joué un gros match. Un dernier match lundi pour savoir si on termine, à quelle place on termine. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette lutte-là? C'est clair qu'on veut gagner. On aimerait finir dans les 4 premiers pour avoir l'avantage de la glace. Mais on sait qu'à Davos, c'est jamais facile d'aller là. Je pense qu'ils ont retrouvé leur rythme depuis quelques semaines. Donc, ça va être un gros match. Merci. Merci. Et bonne rentrée. Ciao. Oui, parce qu'on le verra tout à l'heure au classement. En effet, rien n'est dit pour le placement des différentes équipes, à partir de la 3 jusqu'à la 5, voire la 6e place. Messieurs, justement, Marc-Antoine Pouliot en a parlé. On va passer à nos tops et nos flops. Pourquoi je vous dis qu'il en a parlé? Parce que le top, messieurs, ce soir, Gilles Montandon, c'est le gardien de Genève Servette, Robert Maillet. Oui, effectivement, quand vous voulez décrocher une place en play-off, vous devez marquer quelques goals, mais vous devez surtout pas en prendre trop. Puis c'est vrai que sur ces 2 derniers matchs, il a été blessé. Il a une saison un petit peu chaotique, là, sur Robert Maillet. Mais c'est vrai que là, le match dernier à Fribourg et ce soir, je veux dire, il est costaud, il accorde peu de rebonds. J'ai l'impression qu'il mot d'ordre, c'est pas trop sortir autour de son but pour faire 2-3 conneries. Donc là, il reste principalement entre ses 2 poteaux. Il joue safe, il en fait pas trop. Il n'est pas fantasque dans son goal, mais avoir un gardien comme ça qui vous retient les pucks qu'il faut retenir, justement, qui voit et qui retient, et ben c'est pour ça qu'ils sont encore en lice pour une place en play-off. Et ils ont un dernier match à jouer. Et probablement que c'est lui qui va être dans le goal. Et s'il continue avec ce qu'il nous montre là sur les 2 dernières parties, ben Genève est en play-off. Oui, en effet. Il défendra certainement la cage Robert Maillard du côté de Genève Servette. Puis le flop, finalement, Marc Leuenberger, ça a été difficile de faire plouf-plouf canard. Donc on fait quoi? On a pris l'ensemble de l'équipe. À vrai dire, on peut prendre, moi je dis l'ensemble de l'équipe, parce qu'on a vu l'équipe de Bienne. Donc
le système défensif qu'ils jouent, ils l'ont mal joué. Ils n'étaient pas compacts, ils étaient pas proches de l'adversaire, ils ont reculé beaucoup trop vite, ils donnaient de l'espace. Après, dans les contacts, c'était très mou. Quand je dis très mou, dans le sens, ils n'allaient pas... Ouais, quand il y en avait, d'habitude, ils les évitaient. Puis quand il y avait, c'était vraiment évité. Voilà, c'est un peu cette attitude de qualifier où on va avec la pédale douce pour éviter de se faire mal. On peut comprendre, mais voilà, il y a d'autres équipes encore qui jouent pour une qualification. Oui, et puis on y va, on va voir au niveau du ranking, on verra tout à l'heure. Si Bienne veut avoir l'avantage de la glace, eh ben, le dernier match à domicile, il va falloir le jouer, en effet, pour les Biennois. Messieurs, nouvelle petite pause, cette fois-ci, dans cette soirée de National League, puisqu'on va parler de NHL, oui, Stéphane, parce que cette semaine, il y a eu c'était la date limite des transactions. Oui, en Suisse, c'est la date limite des transferts. Là-bas, il y a une date limite des transactions. C'était le 25 février à 15h l'après-midi, heure de l'Est, évidemment, parce qu'il y a plusieurs fuseaux horaires. Alors là, il y a des situations en NHL, il n'y a pas de relégués, évidemment. Alors, ça amène la situation suivante, c'est que les équipes qui sont éliminées des playoffs, en tout cas qui n'ont plus aucune chance d'y participer, sont en mode reconstruction ou sont en mode vendeur, c'est-à-dire que les joueurs de ces équipes qui arrivent en fin de contrat, en fin de saison et qui ne seront pas reconduits ou pourraient partir ailleurs comme agents libres, souvent, on a tendance à les échanger. C'est ça. Etc. Pour vraiment... Et puis, il y a des équipes acheteuses. Les équipes acheteuses, c'est les équipes qui ont une chance d'aller au titre ou une forte chance de participer aux playoffs. Eux, c'est des équipes qui sont acheteuses. Donc, il y a les vendeurs et les acheteurs. Donc, et là, ça crée un marché des transferts. Il y a une folie. Il y a eu, juste dans la journée de lundi, plus d'une vingtaine de transactions, une vingtaine de joueurs qui ont changé d'équipe. Et souvent, les équipes qui vendent des joueurs aux équipes qui sont prétentieux, bien, ils obtiennent des choix repêchage et on reconstruit pour l'avenir. C'est un peu comme ça que ça fonctionne du côté de la NHL. On va vous montrer les équipes acheteuses, donc les équipes qui ont acquis des joueurs établis, renommés pour se renforcer. Donc, il y a Columbus qui a été très, très actif. On est allé chercher 4 joueurs d'impact, dont 2 à Ottawa, Dzingel et Duchesne. Duchesne est très connu, il avait joué en Brie quelques matchs durant le lockout. Adam McQuaid, un bon défenseur des Rangers de New York. Et Keith Kincaid, c'était le gardien plus ou moins numéro 1 de la franchise de New Jersey. Il arrive en fin de contrat, on s'en est débarrassé. Donc, acheteur du côté de Columbus. Les Prédateurs de Nashville, qu'on connaît bien. Et oui, Kevin Fiala a été échangé, lui, à Minnesota contre Mikael Granlund, qui est un excellent joueur aussi, un peu surprenant. C'est du 50-50, 2 joueurs qui se ressemblent beaucoup. Simmons, le grand, costaud, ailier droit des Flyers de Philadelphie, qui arrive en fin de contrat, déménage aussi. Et Brian Boyle, ça fait quelques semaines qu'il a été échangé. Donc, on s'est vraiment renforcé. Nashville, qui veut aller au titre cette année. Pittsburgh, lui, a été chercher des joueurs de profondeur. Wideman, un défenseur. Meckham et Bjugstad, 3 joueurs des Panthers de la Floride. On a obtenu ça en retour de Derek Brassard, qui lui est passé à Colorado. Il y a une autre équipe qui s'est renforcée, c'est l'équipe de Winnipeg, en allant chercher 4 joueurs de profondeur, mais un joueur très bon, Kevin Hayes. Ça, c'est les équipes qui étaient acheteuses. Maintenant, on va regarder les équipes qui étaient vendeuses. On va regarder aussi les conséquences pour les vendeurs et les acheteurs. Regardez bien le prochain tableau. Donc, les conséquences d'une équipe vendeuse. Ottawa, on sait, on vient de congédier Boucher. La franchise ne va nulle part, est au fond du trou. On s'était débarrassé de Carlson l'été passé. Mark Stone, Duchesne et Dzingel sont partis. Donc, plus ou moins les 4 joueurs d'impact de cette équipe sont partis. En retour, on a obtenu des choix au repêchage. On aura 27 choix au repêchage au lieu de 21. 27 choix au repêchage dans les 3 prochaines années de draft. Et ils auront notamment 12 choix de repêchage. Oui, 12. C'est 5 de plus que la normale en 2020. C'est énorme. Donc, c'est une équipe qui est en totale reconstruction. Et cette année, on va liquider le championnat carrément. Il n'y a pas de relégation, donc il n'y a pas de problème. Et les Columbus Blue Jackets, une équipe fortement acheteuse qui veut aller au titre cette année, bien, il leur reste 2 choix de repêchage. En juin prochain, un choix de 3e tour, un choix de 7e tour. Donc, on a donné plus ou moins l'avenir du club pour penser au présent du côté de Columbus. Mais Columbus n'est même pas assuré de participer aux playoffs. S'il ne participait pas aux playoffs, s'il connaît une mauvaise fin de saison, il reste un petit peu moins que 20 matchs, bien, ce serait la catastrophe. C'est-à-dire que les dépisteurs, les scouts de cette franchise-là peuvent presque prendre une fin de saison tranquille, messieurs, parce qu'ils n'ont que 2 choix très tard. Oui, mais peut-être que l'année prochaine, ils seront vendeurs plutôt qu'acheteurs, finalement. Probablement. Mais c'est quand même étonnant, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, de voir cette équipe d'Ottawa, là. D'accord, ils arrivent en fin de contrat, etc. Mais tu as fait confiance peut-être à des joueurs emblématiques. À Carlson, c'est le joueur emblématique d'Ottawa. Ouais, c'est le franchise player, quand même. Il arrivait en fin de contrat. Il arrivait en fin de contrat. Il était joueur autonome sans compensation. Donc, un joueur
talentueux, très en demande. Il avait clairement dit qu'il ne voulait pas rester à Ottawa. Donc, on s'en est débarrassé. On l'a échangé du côté de San Jose pour au moins obtenir quelque chose. Parce que si vous n'échangez pas ces joueurs-là, Vous vous avez n'avez rien. pas, bien, ils tombent agent libre sans compensation au 1er juillet. Vous avez strictement rien. Ils peuvent signer ailleurs, comme c'est le cas en Suisse pour tous les joueurs. Et puis en NHL, bien évidemment, plutôt que de les garder, bien, on échange. On va chercher des joueurs pêchage ou des joueurs d'avenir. Les Rangers de New York, par exemple, étaient une équipe vendeuse aussi. A été acquéri beaucoup de jeunes joueurs. C'est une franchise qui est en reconstruction. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et tout ça parce qu'il n'y a pas de relégation. Ces équipes-là, Ottawa, par exemple, seraient menacées de relégation dans un championnat avec une relégation, bien, aurait gardé ces joueurs-là. Ça aurait coûté beaucoup d'argent. Et puis, plutôt que ça, on liquide le fin de championnat. Et on se dit, voilà, bon, pour les fans, c'est peut-être un peu ordinaire. C'est une dizaine de matchs à la maison. Il y a beaucoup de critiques du côté d'Ottawa, évidemment. Et on a licencié l'entraîneur. Mais on dit aux gens, soyez patients. On est en reconstruction. On va aller chercher des jeunes. Puis d'ici quelques années, on va se refaire une santé. Mais quand même, Gilles Montandon, 12 choix en 2020, il ne faudra pas se planter. Hein. Parce que là, si vous en avez 2, 3, à la rigueur, on peut vous dire « c'était une même mauvaise année, draft, on n'a pas été terrible », ou bien « on n'a pas pu avoir vraiment les joueurs, etc. » Vous pouvez toujours un petit peu vous cacher. Mais là, 12 choix. Oui, effectivement, c'est énorme. Mais ce qu'il y a de bien chez eux, surtout par rapport à nous, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'il n'y a justement pas de relégation, c'est que ça te permet de faire un pas en arrière sans forcément basculer dans une ligue en dessous, quoi. C'est ça. Et ça, c'est justement c'est ce mode de championnat qui permet de faire des transactions comme ça. Puis c'est vrai que solder une saison, c'est jamais très, très bénéfique. Mais je veux dire, quand tu pars du principe et tu l'expliques que tu es en reconstruction, moi je trouve ça Les gens ne sont pas stupides de voir le classement aussi. Ils disent, bon, autant faire ça, au moins dans l'avenir, ce sera bien. Et puis il y a des bons joueurs au repêchage. On sait que le repêchage, c'est l'inverse du classement. Si vous finissez dernier, théoriquement, les 5 derniers sont dans un boulier et vont repêcher les 5 premiers selon un tirage, évidemment. Puis ensuite, c'est en fonction du classement, inverse du classement. Donc l'équipe qui finit première au classement va repêcher 31e, à moins qu'il y ait eu des transactions, des inversions de choix, mais en principe, c'est comme ça que ça se passe. Plus vous finissez bas, plus vous repêchez. Il y a un esprit sportif, quoi. Si vous êtes 6e mauvaise équipe, vous faites tout pour être dans les 5 moins bonnes équipes. Pour être dans le boulier. Pour être dans le boulier, pour peut-être avoir le premier choix. Buffalo, l'année passée, a eu Dahlin comme ça, au tirage au sort, le premier choix, repêché Dahlin. C'est pas mal. Oui, absolument. Oui, on avance. On avance, oui. Tu l'as entendu dans mon oreillette. Je ne l'ai pas entendu, je l'ai senti. D'accord, très bien. Non, on va clore cette page NHL, bien sûr, absolument passionnante sur les transferts et transactions. Mais avant ça, on va replonger dans un derby bernois, messieurs, entre Langnau et Berne, direction Lille-Fils, avec tout d'abord des images lors des 20 premières minutes de jeu, celle de la blessure de Kempf. Regardez bien ce contact avec Huguenin. Ben, je me suis concentré sur le joueur qui est arrivé presque en grand écart contre la bande. C'est Kempf. Bas du corps. Regardez le genou. Oh. Ben, écoutez, il y avait Schmutz Sabienne qui avait fait un truc semblable, les 2 matchs de suspension. Moi, je trouve il le pousse un peu dans le dos, à la cuissette, pas dans le dos. Comme Schmutz. Ouais. Schmutz était un peu plus fort quand même. Pas sûr. Ouais. Par contre, c'est surtout lui qui perd l'équilibre. Donc, il a le genou, la jambe gauche qui se plie et il glisse en arrière. Et puis après, en perdant l'équilibre, il part aussi comme ça avec le genou dans la jambe. Le juge a le cœur tendre et est plutôt permissif ces temps, le juge unique, parce qu'on l'a vu hier soir avec notamment la charge de Schild qui a été totalement blanchie. Bizarre à mon avis, mais on a excusé le geste de Schild. Et là, aïe. Ouais. Bon, évidemment, c'est pas un truc méchant. C'est une poussette. Mais voilà, on a vu des poussettes comme ça qui ont... bon, voilà. Ben, on verra de toute façon, on sera assez rapidement au courant puisqu'on rejoue, vous le savez, lundi. Pas de but donc dans les 20 premières minutes de jeu, on se plonge en deuxième période et c'est Ernie qui va ouvrir le score sur un assist de Stoyanov, Langnau qui vire en tête. Dans ce derby face à Berne, on le sait et on le répète, mais ça s'est vu cette saison, Gilles Montandon, la détermination, on va dire, des Tigres de Langnau pour affronter le grand frère, en guillemets, le grand CP Berne est toujours là. Bah ouais, effectivement, c'est vrai que pour eux, c'est un derby. Et sur ce genre de goal, j'aime bien la percée du défenseur fribourgeois Glauser. Quand je dis fribourgeois, c'est d'origine fribourgeoise, on s'entend bien. Mais il a fait ses juniors. Et il a fait ses juniors, ouais. Effectivement. Puis c'est vrai que c'est un super joueur qui éclate. Et Bloom qui, retrouve le chemin du filet, parce que c'est pas la saison, forcément, d'Eric Bloom au niveau des buts. On l'avait connu plus, prolifique, on va dire, à ce niveau-là. Souvent remplacé par Anderson au niveau du nom qu'on peut voir sur
les buts. Mais évidemment, si Blum revient en forme, messieurs, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant pour le CP Bernois. Partout, donc après 40 minutes de jeu, Konen va marquer le 2-1. Alors que là, on nous montre des gardiens d'Ambri Piotta. Ouais, Manzato. Voilà, parce qu'il y a eu un changement de gardien du côté d'Ambri Piotta. Ouais. Mais vous imaginez bien, et vous l'avez compris, ce n'était pas le même match. Non. Pas dans Retour vers le futur ou une 4e dimension. On va plonger dans la 3e période avec Konen qui va marquer le 2-1, 43e minute de jeu. Et Langnau qui va reprendre donc l'avantage dans cette partie. Alors qu'on va voir le 2-2, à mon avis. Voilà, c'est le 2-2 signé Boychuk. Boychuk était aligné ce soir du côté du CP Berne à 5 contre 4. Mais finalement, Langnau qui va quand même réussir à s'imposer dans les dernières minutes de jeu dans un match qui a finalement été très serré et qui va s'imposer sur le score final de 3-2. Et les Tigres de Langnau, je peux vous dire que c'est la fête du côté de Villefice parce que cette fois, ils ne vont pas crever au poteau. Non, parce qu'ils avaient quand même 3 ou 4 défaites dans les derniers matchs. Ils ont perdu à Rapperswil, etc. Ça a été long à se dessiner, mais finalement, là, vous voyez, les joueurs savent très bien qu'en donnant une victoire, bien évidemment, ils sont classés. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de tension dans l'air, un petit peu partout d'ailleurs dans la Ligue. Ce soir, il y en avait. Et ce but-là sera le but de la délivrance. On ne le savait pas encore, mais ça va finir. C'était plus qu'à guichet fermé, à mon avis, les fils. Parce que je ne sais pas si vous voyez derrière le plexi, mais j'ai l'impression que là, les stadiers, vous avez avec toute leur famille, mais une ambiance de folie. Franchement, avec le 4-2, finalement, dans la cage vide, puisque Langnau s'est imposé 4-2. On est ravis de la prendre en même temps que vous. Mais la joie était là. Puis vous savez qu'il y a un supporter emblématique du côté de Langnau. On l'a souvent vu, vous savez, dans les clips, etc. C'est le supporter avec ses sabots, comme ça, qui tape avec ses sabots, un magnifique moustache, un bob de suiveur du Tour de France au niveau du couvre-chef. Et puis une ambiance donc, du côté de l'IFIS qualifié pour les playoffs. Très bon travail d'Arin Sellers, comme quoi, quand vous travaillez aussi intelligemment, que vous avez une bonne escouade étrangère et que vous avez des gardiens qui fournissent la marchandise, finalement vous vous qualifiez pour les playoffs. Avec en plus une victoire dans un derby face au CP Berne. C'est vous dire franchement si c'est sympa. Et la jolie communion, on parle souvent des communions. Regardez, là vous pouvez regarder. La communion, on va dire, entre les joueurs et puis le public, notamment du côté de la Valachia. Les fils, c'est pas mal non plus. Ouais. Voilà messieurs, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce derby bernois avec de magnifiques images. On va passer maintenant à l'autre derby roman de la soirée, Lausanne-Fribourg. La donnée du problème était simple pour Fribourg-Gotteron. Il fallait s'imposer du côté de Malais 2.0 pour continuer évidemment d'être dans cette lutte avec notamment Zurich pour les playoffs. Et ce match, c'est Lausanne qui va quand même le prendre en main en marquant tout d'abord en première période par Étienne Froidevaux le 1-0 Inalbon, auteur de 2 assists du reste, Stéphane, ce soir. Oui, bon, bien de pièce de jeu, bon tir de Froidevaux. Froidevaux qui a une saison difficile au niveau des stats, loin de son 20-30 points habituel. Il faut dire que cette année, il a beaucoup moins de temps de glace. Il joue sur le 4e bloc régulièrement, 4e joueur de centre. Et là, il y a des matchs qui jouent largement moins de 10 minutes. Donc, c'est difficile d'accumuler des statistiques. Il est dans un rôle complètement différent depuis l'arrivée de Peltonen. Tous ces dénigreurs, là, ça fait quand même une différence quand vous jouez beaucoup moins. Oui, en effet. Pour revenir proprement justement à cette partie, 1-0 pour Lausanne après 20 minutes. Lausanne qui va doubler la mise en supériorité numérique. Il faut dire que jusqu'à présent, Fribourg a eu des possibilités en pipi. Et juste avant cette réussite, il y a un surnombre. Et le surnombre, vous payez cash du côté de Fribourg-Gotteron. Joël Vermine qui va marquer le 2e but. Et nous a dit que Joël Vermine, par contre, n'avait pas terminé la rencontre. Oui, le commentateur nous a dit qu'il y a eu après une présence, là, histoire de douleur sur le banc. Espérons que ce n'est pas très grave à l'aube des playoffs pour Lausanne. Avec Stalder qui va marquer son but. On n'a pas l'habitude de le voir là, Gilles Montandon, c'est vrai, dans ce rôle-là. Mais superbe passe de Noah Schneeberger. On n'est pas habitué à avoir des passes de Schneeberger non plus comme ça, surtout pas sur Stalder qui se promène à la 2e ligne bleue. Là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais on voit que chaque joueur est capable, dans les gros moments, de faire quelque chose de bien. Et puis le match, l'émotion est montée d'un cran encore dans cette partie de 1. Regardez cette possibilité pour Fribourg-Gotteron. Grosse chance pour les Fribourgeois. L'arrêt de Zurkirchen, la contre-attaque, Marc Leuenberger, c'est un 2 contre 1. Dustin Jeffrey, regardez, on attend de l'autre côté. Et Reto Berra, le big save. Big save avec... il a quand même une certaine chance de l'avoir.
Mais il a fait le bon mouvement, le bon timing, il a après le grand écart et puis le puck reste entre ses jambes. Oui, on le voit, Reto Berra qui maintient pour l'instant son équipe dans le match, mais regardez 2 minutes plus tard, c'est Tyler Moy qui va pouvoir marquer un tir soudain qui va tromper finalement Reto Berra. Une belle assist d'Inalbon. Regardez Tyler Moy qui fait mine de feinter la passe finalement à Gilles Montandon avant de crucifier Reto Berra. Ouais, c'est vrai, ce qu'il fait très bien, c'est que du moment où il récupère son puck, il va pas défier un défenseur, il garde un petit peu de glace, là, il fait une feinte, il s'éloigne quasi de 1 mètre, 1 mètre 50 du goal pour justement avoir le temps de revenir avec un meilleur angle. C'est un joueur intéressant, il a déjà un super shoot du poignet, il shoot un peu comme le Charles Bertrand, ils ont des mouvements du poignet hyper précis, hyper courts comme ça. Vous savez que c'est des joueurs efficaces. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est mérité une prolongation de contrat assez rapidement du côté de Lausanne. On a vu ses talents de buteur. Oui, pendant un long moment. Après, il y a une période un petit peu plus compliquée. Les autres équipes se sont mis à le connaître un peu. Puis voilà, donc ça, c'est toujours plus compliqué. Quand tu as joué contre toutes les équipes une fois, le deuxième tour, c'est plus compliqué. Il va y avoir un barreau d'honneur quand même de Fribourg-Gotteron dans cette partie, en tout cas qui va les relancer. Ça avait déjà été le cas à domicile la veille face à Genève Servette. C'était mené 3-0, là ils sont menés 3-1 et finalement le Pipi qui retrouve enfin les couleurs. Oloche qui va marquer le 3-2, puis Charles Bertrand justement qui va pouvoir ensuite égaliser à 3 partout. On a entendu Marc Leuenberger ici sur MySports à l'issue de la défaite face à Genève Servette la veille que Fribourg-Gotteron n'avait pas joué 60 minutes. Là, ils en ont joué 40, non, j'exagère, mais c'était peut-être pas encore ça. On a vu un Fribourg-Gotteron conquérant en troisième période. Est-ce qu'il ne fallait pas jouer comme ça dès la première minute des jeux? Absolument, mais voilà. Il y a aussi un adversaire qui joue, puis l'adversaire qui donne la possibilité ou justement ne donne pas la possibilité de jouer ou d'établir le jeu qu'on veut. C'est toujours un peu, je dirais, aléatoire de dire ils n'ont pas joué. Si, ils ont joué, mais l'adversaire a joué mieux. Après, il y a le début phase de jeu, on sait qu'on doit faire attention, donc on n'ose pas prendre trop de risques par rapport au contre, parce que si on doit courir après, on sait que c'est compliqué. C'est un peu toujours ce donnant, est-ce que je donne ou je reprends ou j'attends. Mais voilà, ils sont revenus. Oui, ils sont revenus dans ce match à 3 partout. Il y a eu des prolongations avec un but trop tardif pour quelques peut-être poignées de dixièmes de seconde et ça va se jouer au tir au but. Un but trop tardif pour Lausanne. Finalement, Fribourg a encore une chance dans cette partie, mais Lausanne va dominer cette séance de tir au but en marquant du reste 3 fois quand même face à Reto Berra. Oui, 3 beaux buts. 3 beaux buts, oui. 3 buts, des belles Béberti entre les jambes. On a vu Moy aussi mettre un puck en pleine lucarne, Kennins. Non, ils ont vraiment bien gagné cette séance de tir au but, clairement. Oui, en effet, 3-1, notamment pour cette séance de tir au but. Vous l'avez compris, réaction après cette victoire, donc après cette séance de tir au but du côté de Lausanne. On va écouter la réaction d'Antonietti. Benjamin Antonietti, quel match ce soir face à Fribourg-Gotteron? Ouais, c'était compliqué. Je pense que nous, on voulait vraiment avoir un bon résultat parce qu'on sortait de 2 matchs qui n'étaient pas très bien de notre part. Et puis eux, ils jouent aussi un peu leur saison ce soir. Donc ça a été un match assez intense, assez serré. C'est évident de jouer face à une équipe qui joue sa dernière chance pour une qualification en play-off, alors que vous étiez quasiment assuré de les jouer? Non, c'est pas facile. C'est clair que du coup, ils ont connu aussi un bon match. Ça a été intense, je pense. Mais c'est une bonne préparation aussi pour nous. Ça nous a montré aussi où on se situait par rapport à ces équipes qui donnent tout. Je pense qu'on a réussi aussi un bon test. Merci beaucoup, Benjamin Antonietti. Avec quel sourire à la fin de l'interview. Vous l'avez vu. Et puis réaction du côté de Fribourg-Gotteron. Il y a bien sûr de la déception. On va écouter André Bikoff. André Bikoff, c'était mal parti pour vous, mais cette égalisation, vous êtes allé la chercher avec le cœur. Oui, exactement. Un match très compliqué. Lausanne nous pose beaucoup de problèmes, surtout en zone neutre. Ils sont très bons en contre. On a mal géré notre début de match. Bonne réaction dans le 3e tiers, mais c'était insuffisant ce soir. Et pourtant, c'est encore suffisant pour décrocher une place en play-off. On va rien lâcher, c'est clair. On a toujours eu des bons résultats ces derniers temps à Zug, donc ça va être important de montrer un travail de tous les instants lundi, à partir de la première jusqu'à la dernière minute. Oui, alors la grande question qu'on est en train de se poser finalement, on va être totalement honnête avec vous. Sur le site de la Ligue, Fribourg-Gotteron, pour l'instant, on n'est pas en rouge. Sur d'autres sites comme le Télétexte, par exemple, bien connu, on a vu Fribourg-Gotteron
en rouge. La grande question qu'on se pose, puisqu'on n'est pas capable de faire les calculs aussi rapidement, en tout cas de notre côté, c'est le mini-championnat. C'est s'il y a une à triple 75 égalité. points. Exactement, triple égalité entre Genève Servette, Lugano, Et puis Fribourg. ou bien Fribourg. entre Ben, ça peut être Fribourg Zurich, aussi, ça peut être Zurich. Fribourg et Lugano. Donc, il peut y avoir 2 mini-championnats, 2 fois triple égalité à 75 points. Et pour l'instant, sur le site de la Ligue, Lugano et Zurich sont 7e et 8e, ne sont pas en vert. Et puis Genève et Fribourg sont 9e et 10e et ne sont pas en rouge sur le site officiel de la Ligue. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on est. Peut-être qu'on est en train de calculer aussi à la Ligue, là, en faire les calculations. Mais on ne peut rien vous dire d'officiel parce que c'est assez compliqué. Parce que si on fait un mini-championnat avec 2 équipes romandes puis Lugano, ben, les 2 équipes romandes ont joué plus de matchs. Il faut éliminer. Il y a 2 matchs qui doivent tomber. Et puis c'est arbitraire, c'est dans le règlement de la Ligue. Et puis après, c'est un mini-championnat à 3 équipes. C'est assez compliqué. Oui, mais on aura largement le temps lundi, en avant-match, de vous expliquer exactement tous les cas de figure pour voir toutes les possibilités. Mais c'est pour ça je ne vous propose pas spécialement, messieurs, de dire faire le bilan de Fribourg-Gotteron en disant ils n'ont pas pu accrocher leur place en play-off ou pas. Disons qu'à 73 points, points, ils étaient vraiment sûrs d'être en vie s'ils avaient gagné la prolongation. Et à 72, on pense, certaines sources fribourgeoises de l'immédiat pensent qu'ils seraient définitivement en rouge, mais on n'a pas la confirmation. Voilà, donc je vous propose de passer à la rencontre suivante, à savoir Ambry, qui se déplaçait du côté de Zoug. Zoug-Ambry, avec des Zougois qui vont tout simplement faire la course en tête après 20 minutes de jeu. Lino Marchini, l'inévitable Lino Marchini à 5 contre 4. Bim, voilà. Ouais, Gilles Montandon, moi j'ai envie de dire, c'est facile, c'est connu, mais c'est toujours aussi efficace. Ouais, c'est sûr que ça marche, mais il y a Diaz qui fait une super préparation, c'est qu'il prend vraiment on voit très bien, là, il prend tout le monde sur le côté, puis il glisse une petite passe avec c'est ça qui est bien, le genre de passe où le petit Marchini peut arriver et puis donner tout ce qu'il a sur un shoot direct. C'est vraiment une passe qui est faite dans l'esprit du jeu, dans l'esprit du shoot direct. Et il y aura un changement de gardien à l'issue de ces 20 premières minutes de jeu du côté d'Ambry, Piotta. C'est les images qu'on a vues tout à l'heure, avec Daniel Manzato qui va donc céder sa place à Benjamin Kantz, puisque c'est Manzato qui était parti pour les 20 premières minutes de jeu. On n'a pas d'explication. Peut-être une blessure ou quelque chose qui n'a pas rapport vraiment avec le sport. À 4 contre 5, Matt D'Agostini qui va pouvoir égaliser, assise de l'inévitable Koubalik, vous le voyez, le top scorer, et Matt D'Agostini qui, on le sait, là aussi est très doué pour la finition et le prouve face à Tobias Stephan qui défendait bien la cage du côté de Zoug ce soir. Effectivement, Schliemann était dans la cage hier soir et ce soir, c'est Tobias Stephan qui devrait garder, je pense, ce dernier match vraiment pour retrouver la rythme. Marc Leuenberger, on voit le débordement d'Ino Marchini, on va voir Everberg à la conclusion de ce 5 contre 4 et surtout du 2-1, c'est le game winning goal. Everberg qui marquera même en troisième période le 3-1. Everberg, on en a souvent parlé sur ce plateau, franchement c'est peut-être quand même une surprise du championnat pour son efficacité. Ça. Il a plusieurs rôles. Il a le rôle de buteur, mais il a aussi le rôle justement de sa présence. On l'a vu passer là, sur le premier but de Zoug devant le gardien. Grand gabarit, mais habile. C'est lui encore. Oui, c'est un joueur qui joue dans ce registre du hockey nordique. Donc qui joue en défense, qui a aussi la qualité offensive, qui n'a pas peur d'aller faire écran devant le but. Et puis, bien sûr, en plus, c'est un gabarit qui, quand il passe devant le but, il fait de l'ombre. Ouais. Messieurs, Zoug, on les trouvait en roue libre, franchement. Il y a eu quelques matchs, c'était... Au moins l'économie d'énergie, mais ce soir, ce soir, ça patinait, Gilles. Ça patinait, on a ressenti les leaders, Marchini, Diaz, Everberg, on les a vus, ils sont là, ils sont présents. Ouais, c'est vrai qu'ils se sont laissés bercer quand même pendant plusieurs matchs. Donc à un moment donné, quand vous approchez quand même des playoffs, il faut quand même prendre confiance et conscience qu'il faut faire plus pour pas arriver dans ces playoffs. Parce qu'on connaît Zoug en playoffs, ça n'a pas toujours été la panacée. Donc là, ils ont quand même une équipe qui est capable de jouer hockey sur glace. Donc ils caracolent en tête, premier, deuxième, toute la saison. Donc là, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même montrer que l'équipe de hockey est en place et puis qu'elle a certaines ambitions quand même pour ces playoffs. Si Fribourg-Gotteron est encore en vie, à en croire, entre guillemets, le classement de la Ligue, le dernier match de Fribourg-Gotteron, messieurs, ça sera à Zoug. À Zoug lundi, à Zoug. Ouais.
Ils n'ont pas l'air de vouloir solder. Et franchement, Marc Leuenberger, souvent, quand vous finissez la saison régulière dans votre public, vous aimez juste avant les playoffs, comme campagne de publicité, c'est pas vraiment génialissime quand vous perdez le dernier match. Quand même. Absolument, c'est pas l'idéal. Et puis Zug a cette confiance et puis ce jeu pour finir en beauté. En tout cas, le championnat de qualification. Ça va être un gros morceau pour Fribourg. Fribourg devra jouer 60 minutes là et devront montrer un autre visage pour pouvoir aller battre ce Zug. Et un petit mot sur Berne, Zug, là on les a vus, bon Berne c'était lors d'un derby, mais il y a encore potentiellement 2 voire 3 équipes à la lutte pour les dernières places. On ne sait pas exactement qui va finir 7e et 8e, par contre on sait, Gilles Montandon, qui va finir 1er et 2e. Dans la partie entre Zug et Fribourg, on peut, je dis bien si on est 2e, avoir une influence vaguement directe sur la position peut-être d'un futur adversaire. Est-ce qu'on ne serait pas tenté quand même un des deux? Allez, on va parler franchement. Vous êtes Zug, vous êtes Zurich, vous êtes Zug, vous êtes Berne. Vous n'êtes pas tenté justement de se dire tout mais pas Zurich? Plutôt jouer Fribourg que Zurich. Ouais. Inconsciemment, c'est pas faux de se poser la question parce qu'on aime bien savoir quand même contre qui on va jouer en play-off. Mais c'est vrai que là, après, pouvoir influencer le résultat, là, ça, j'y crois pas trop. Quoi. Après avoir mené 5-0, une remontada incroyable, 7-5, 7 buts en l'espace de 4 minutes 30. Il y a Zurich qui peut influencer. Ouais. Il faut qu'il gagne. Et puis Ouais. Voilà, mais ce duo, c'est donné. Ouais. Il y aura peut-être des petites piécettes ou des coups de téléphone. Mais moi, je pense que J'espère que Sorlet va avoir beaucoup de copains pour une fois du côté de la capitale. Moi, je pense que ce duo, ils ne veulent pas rencontrer Zurich. Parce que Zurich, si on se dit, comme l'année passée, à peine à faire les playoffs et tout, Berne avait fait le coup il y a quelques années. Une équipe, une grosse cylindrée, en tout cas sur le papier, une équipe remplie de potentiel qui a été en dessous toute la saison. Ça fait peur. Tu finis 1er ou 2e au classement, puis tu te retrouves avec une équipe comme Zurich en face, qui sont largement en dessous, qui jouent du très mauvais hockey. Mais ils peuvent exploser, ils ont du talent. Et puis attention, messieurs, parce que les derniers matchs, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Regardez Lugano ce soir, c'est la dernière rencontre. Ils se déplacent du côté de Davos. Sur le papier, franchement, vous pouvez être tranquille. Vous gagnez ce match-là, vous êtes tranquille, vous êtes en play-off, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ce qui va se passer pour Lugano du côté de Davos. Qu'il y a froid dans les 20 premières minutes de jeu. C'est Félicien Dubois qui va ouvrir le score dans ce match. Le 1-0, le one-timer qui va battre le portier de Lugano Merslikins. Oui, Merslikins qui a été battu côté rapproché, bon tir, mi-hauteur. C'est un tir assez difficile à contrer pour un gardien parce qu'il est juste en dessous du gant. Et puis sur réception, donc belle exécution technique de la part de Davos sur cette séquence. Et il y a un joueur de Lugano, messieurs, qui est déjà en play-off. C'est Maxime Lapierre. On n'en a pas beaucoup parlé, mais regardez Maxime Lapierre. Un petit trash talk. You're a chicken. Il a dit que c'était un poulet. Oui, il a même précisé le parti anatomique du poulet, mais on n'ose pas le dire ici. Ouais. En fait, ce qu'il dit à son opposant, c'est c'est un peu heureux. Voilà. On ne sait pas si Young lui répond en Budnot Belge Sprache, mais enfin, quoi qu'il en soit, ensuite, Maxime Lapierre va devoir sortir. Sur ce coup-là, il va reprendre le jeu par la suite. Mais vous le voyez. Touché un bras, visiblement, une main, un coup de canne. Pour le slashing. Oui, c'est Barendon qui est allé dans le slashing alors qu'il n'avait pas la rondelle. Et Maxime Lapierre n'en avait pas fait un comme ça, un slash plus tôt dans la saison. Il avait été suspendu d'ailleurs pour ça. Prêté pour un rendu, comme on dit. Oui, prêté pour un rendu, c'est possible. Mais en tout cas, on le voit, ça s'invective déjà. Pourtant, 2 équipes qui, somme toute, ne devraient plus se retrouver. Pas cette année. Pour le reste, en effet, de la saison. Ambul va marquer le 2-0. Finalement, Davos qui va virer en tête à l'issue de ces 20 premières minutes de jeu, on vous l'a dit. Mais dans un match disputé. Il y a eu des émotions, il y a eu des coups, et on va le voir. Il y aura encore un autre geste qu'on va détailler en deuxième période. Ambul pour ce 2-0. Ambul qui n'a pas été suspendu pour son slash à 2 mains la semaine passée. Là, Merslikins a un petit peu emprunté sur cette séquence-là, a triché sur la passe. Regardez, il était déjà parti sur la passe et Ambul a dirigé un pas contre ses jambes. Il a mal paru un peu. Oui, il a très mal paru. Oui, Marc. D'habitude, ils font la passe, les Davosiens, mais là, il ne l'a pas faite. Non, ils l'ont pas faite. On plonge en deuxième période, si vous le voulez bien, parce que Stéphane, on a retrouvé des images, c'est toi qui l'as vu pendant le live, d'une potentielle charge à la tête de Sanitz. Oui, c'est Sanitz. Vous allez voir, ça va se passer en bas de votre écran. Regardez, Sanitz va
Bam, sur Barendon. Barendon, c'était celui qui avait donné le coup de canne à la pierre, si jamais. Alors, est-ce qu'il y avait une idée derrière ça, un revanchard? Et là, pour moi, c'est un contact contre la tête. Ça, c'est blindside sur un joueur. Regardez, il ne voit pas venir, la tête en bas, bam. Ça, là, ça, c'est une charge typique qu'on ne veut pas voir. Monte l'épaule direct sur la tête. Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, que tout le monde connaît, a été suspendu 2 matchs. Il y a eu 135 000 d'amende, de l'argent de poche pour lui, et 135 000 d'amende, 2 matchs de suspension pour un geste quasi identique. Épaule contre la tête. Et là, ce qui me dérange, c'est que Sanitz, c'est sur Barendon. Barendon, c'est lui qui avait donné le coup de canne. Est-ce que c'était dans l'idée? J'en sais rien, mais c'est pas très joli, les gars. Le nombre de matchs, c'est possible d'en avoir 2 comme Conor McDavid. Comme Conor McDavid. Par contre, les 135 000, ce sera un Non, petit peu ça moins se passe quand pas. même. Ça va être 1350, je pense. Mais, Mais on va voir, mais il y a du boulot quand même ce soir, on le voit. Oui. Il y a du boulot sur la table, il y a quand Oui. même des images qu'il va falloir certainement revoir. Est-ce qu'elles vont être revues? Est-ce qu'il y a des décisions qui vont être prises dans des... Parce qu'il n'y a pas eu de punition, vraiment, il n'y a même pas eu 2 minutes sur ce coup. Ouais, mais ça, c'est vraiment vicieux, ça, c'est vrai. Parce que le gars, en plus, il a le puck un peu dans les patins, il est en train de regarder comme ça, puis l'autre, il vient... Dans un angle. C'est vrai que angle mort. ça, c'est vraiment vicelard. Oui. Quoi. Allez, messieurs, 3e période, puisqu'il y a un record personnel pour lui. En tout cas, c'est 30e but de la saison pour Gregory Hoffman. On l'a dit, il avait la possibilité de l'atteindre. C'est fait, le fameux plateau des 30. Et moi, je dis, chapeau l'artiste, parce que franchement, c'est impressionnant. Et 30 buts pour un joueur suisse dans un championnat, messieurs. Oui, ça fait longtemps. Les 10 dernières années, ça ne s'est pas fait. Le record, c'était 27, Julien Sprunger. Et 2 joueurs dans les 10 dernières années l'ont fait, 2 joueurs étrangers ou 3 joueurs. Mais 30e but de Hoffman, mais la 52e boulette du gardien. C'est Lindbeck au but du côté de Davos. Et finalement, Nygren qui va sceller le score, le 3-1, 1 minute 10 de la fin de ce match à 5 contre 4 assists d'Anton Rodin. On allait voir la vidéo pour savoir si ce puck n'était pas sorti. Mais non, ils l'ont validé en tout cas. Donc, ils étaient sûrs. Pas concluant. Pas concluant. Ah bon, ils n'étaient pas sûrs. Mais 30 buts d'Hoffman, coup de chapeau, on est d'accord, messieurs. On dit souvent, on a déjà parlé sur ce plateau, mais franchement, non, ils ne soldent pas. T'as raison. 30 buts, vous ne soldez pas. Vous avez signé ailleurs la saison prochaine, Non. 30 goals. Pour ne pas l'accuser, il a dit qu'il se donnerait corps et âme à son club. Et il le fait. Qui sera le MVP de la saison? Marc Leuenberger. Il reste encore un match. Il reste encore un match. Ça peut tout Ah, changer. voilà, Non, mais, exactement. Non, mais en général, on dira le meilleur. Si Fritché marque un triplé, là, on dit moi, qu'on dirait que c'est Fritché. Moi, Non, je mais vois bien. meilleur pointeur qui est Kubalik, d'accord. Kobelo est pas très loin, attention. Ouais. Il faudra regarder Kubalik. MVP, moi, je vois. vois. Ouais, quand même. Hoffman, il est 3e au niveau des pointeurs, meilleur buteur. Oui, il est là, mais moi, je pense qu'un MVP, c'est un peu plus. C'est un Tverger, c'est des gens qui ont un autre impact sur l'équipe. La valeur dans l'équipe. Dans l'équipe, je pense que ça sera plutôt un Tverger. Des gars comme ça. Ouais. Par rapport à Ambry, surtout l'exploit, maintenant, ils sont en play-off, Voilà. etc. Donc, Non, mais Lugano, on n'a pas connu non plus grosse saison. Ils ont été très longtemps sous la barre. C'est ça. Et c'est vrai qu'Hoffman a régulièrement quand même mis des goals, parce que pour en marquer 30, il faut qu'il en marque régulièrement. Et c'est vrai que s'ils en sont là, c'est aussi beaucoup grâce à lui. il sera en nomination, mais comme il va en gagner 2-3 les prochaines années, on va peut-être le laisser à Kubalik qui va partir à NHL. Voilà. Non. À voir. Allez, messieurs, il est temps de passer aux résultats et au classement, bien sûr, à la suite de cette 49e journée. Rappelez les scores, et notamment la victoire de Genève Servette 4-1 face à Bienne, le succès de Lausanne au tir au but face à Fribourg-Gotteron, celle de Langnau, de ZSC Lions et de Zoux, qui permet de vous dire qu'il n'y a eu que des victoires à domicile ce soir sur les patinoires helvétiques. Le classement. Ah, voilà, il n'y a pas de verre jusqu'en bas, hein? Il n'y a pas de vert jusqu'en Ça, c'est le bas. classement officiel. De toute façon, c'est pas possible. Non, qu'il y ait jusqu'au vert 8e, je veux dire. Il n'y a pas de rouge jusqu'au 9e. Donc là, il y a quand même peut-être une triple égalité possible. J'aimerais attirer votre attention quand même. Regardez, au niveau de la place 3, au niveau des 3 à 4, l'avantage de la glace, c'est pas fait. Bienne, Lausanne, Langnau, potentiellement Ambry, pourraient revenir jusque dans les 3-4 premières positions. Puis ensuite, la lutte en effet pour la barre entre Lugano, Zurich, Genève
et Fribourg, absolument passionnant. Le rendez-vous, vous l'avez compris, ça sera lundi, bien sûr, à ne pas manquer sur MySports. On prend les mêmes et on recommence. Ça veut dire que, tout simplement, notre match principal sera la rencontre entre Genève Servette et les ZDC Lions. Et puis, finalement, on regardera ce qui se passera notamment du côté c'est important. de Zouk. Si les autres matchs sont importants, on regardera évidemment un œil là-dessus. Un mot quand même aussi pour vous dire qu'il y avait des résultats en MySports League, les demi-finales. On est en acte 2 avec Sierre qui s'est imposé 3-1 du côté de Dubendorf et le succès d'Oudeville face à OHC Martigny Valais Chablais. Et quoi qu'il en soit, c'est 1 partout donc dans la série pour Martigny et puis c'est 3-1 pour 2-0 pour Sierre dans la série face à Dubendorf. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce backcheck XXL. Stéphane, rendez-vous lundi. On sera là. 19h25, bien sûr. Et puis à suivre sur MySports One, World of Free Sport. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.